russe, Kremlin veut dire forteresse. Sur les rives de la Moskova, le Kremlin de Moscou impose fièrement sa puissance sur la Russie depuis près de 700 ans. Aujourd'hui encore, cette place forte érigée par les tsars abrite le cœur du pouvoir russe. Une citadelle, symbole de l'autorité nationale, défendue par 2 kilomètres de murs et 1 millier de militaires en armes. Le Kremlin, un lieu parmi les plus sécurisés au monde. Derrière ces remparts, une ville dans la ville, où les églises flamboyantes succèdent au palais majestueux. Parmi eux, le plus secret, le Grand Palais. La résidence officielle du chef de l'État russe, dans laquelle il est si rare de pénétrer. Un écrin chargé d'histoire, où les lambris et les voûtes dorées à leur fin ornent des salons d'apparat uniques au monde. 700 pièces, préservées au fil des siècles sur plus de 25 000 mètres carrés. Et un joyau, les appartements des tsars de Russie. Un décor de légende, fermé au public, où un Français a pourtant le privilège de circuler librement. Il s'appelle Jérôme Rigaud. À 36 ans, il dirige les cuisines du Kremlin. Un cadre de travail qui l'impressionne toujours autant depuis son arrivée il y a 3 ans. C'est le point de vue que j'ai tous les matins, avec le changement de temps en temps avec l'hiver, donc tout est enneigé. C'est un privilège de travailler là quand même. Quand on y pense, oui, c'est un privilège, c'est très beau. Au tout début, je regardais ça avec des yeux d'enfant. C'est une grande chance de voir ça. En devenant chef des cuisines du Kremlin, Jérôme a également eu la chance de devenir un membre de l'un des clubs les plus sélects au monde, le club des chefs des chefs. Le Français compte désormais parmi les 40 cuisiniers des 40 chefs d'État les plus puissants de la planète, comme Barack Obama ou Angela Merkel. Chaque année, ces élites de la cuisine diplomatique deviennent les ambassadeurs de la gastronomie de leur pays. Dans quelques jours, ce sera le tour de Jérôme Rigaud de recevoir ses confrères dans les coulisses du Kremlin. Il faut couvrir le pain avec des serviettes pour éviter l'humidité. Allez demander des serviettes en papier de l'autre côté. Mais avant de recevoir le club des chefs à Moscou, Jérôme Rigaud organise ce soir un dîner de la plus haute importance. Dans quelques heures, le président russe Dimitri Medvedev reçoit son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, dans la plus ancienne salle du Grand Palais. Ce chef-d'œuvre du XVe siècle s'appelle le Palais à facettes. Un décor majestueux où chaque fresque raconte une scène biblique. Ici, le tsar Ivan le Terrible organisait ses banquets les plus fastueux. Un lieu historique où le chef français sert régulièrement les grands de ce monde. On a eu l'occasion de faire un repas pour 8 présidents et à la fin du repas, ils sont tous venus nous serrer la main. Dire quand vous avez 8 présidents qui viennent vous serrer la main, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On l'oublie pas, on l'oublie pas. C'est une fierté, c'est un prestige, c'est très dur, mais bon. On voit l'environnement qu'il y a, c'est super, c'est super. C'est vraiment pas donné à tout le monde de venir là, ne serait-ce une seule fois dans sa vie. Un honneur d'autant plus grand que le Kremlin n'avait pas eu de chef cuisinier français depuis le dernier tsar Nicolas II. Un changement décidé par le président Dimitri Medvedev en personne. Dmitri Anatolievich Medvedev. À son arrivée au pouvoir le 7 mai 2008, le chef de l'État russe veut renouer avec la tradition impériale, conjuguer haute gastronomie et diplomatie.
Une alchimie que Dimitri Medvedev a fait découvrir avec fierté depuis son investiture à de nombreux hôtes, comme à son homologue chinois Hu Jintao le 9 mai 2010. Pour cette rencontre au sommet, 500 convives ont eu l'honneur d'être reçus dans la salle Saint-Georges, la plus grande du palais, accompagnés par les chœurs de l'Armée rouge. Une rencontre diplomatique exceptionnelle et fastueuse, où l'art de recevoir rime avec des mesures. Dans la maison de Russie, quel que soit le nombre d'invités, les mets doivent être délicats. Un défi que le chef français relève depuis 3 ans. Les cuisines de Jérôme Rigaud sont situées dans l'enceinte du Kremlin, dans ce bâtiment moderne, construit en pleine guerre froide. L'édifice est ultra sécurisé. À chaque étage, les gardes du Kremlin surveillent. À univers exceptionnel, conditions de travail extraordinaires pour ce jeune chef venu de Perpignan. 2000 mètres carrés de cuisine répartis sur 3 étages. Les jours de banquet comme aujourd'hui, boulangers, pâtissiers et cuisiniers travaillent jusqu'à 18 heures par jour. Pour diriger sa brigade de 30 personnes, Jérôme Rigaud a dû apprendre le russe en quelques mois. Bon, je veux 130 plats de viande et 125 de poisson et tout le reste réparti sur 2 bases, ok? Parce que dans une demi-heure, on démarre. Allez. Les jours de réception présidentielle, la pression monte d'un cran en cuisine. Dans 5 heures, débutera le dîner en l'honneur du président biélorusse. Un banquet de 100 personnes, pour qui le chef a prévu principalement des produits de la mer. Ce menu a demandé 2 semaines de mise au point. Quand on reçoit un président étranger, on reçoit un fax avec ses préférences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il est allergique, diabétique, s'il suit un régime, etc. Derrière, je fais mon menu, je le donne au chef du protocole, qui lui le lit, le montre au président et le dernier à le valider, c'est le président. Au menu, le président a choisi ce soir langoustines grillées dans leur corbeille de parmesan, un risotto de calamar à l'encre de sèche, un turbo grillé et une entrecôte. Le tout précédé d'une douzaine d'entrées traditionnelles dont le célèbre bortsch, la soupe du pauvre en Russie. Un mélange d'oignons, de carottes, de betteraves, de coriandre et de pommes de terre que le français a l'audace de mixer. Donc voilà, à mon goût, une bonne consistance. Impeccable. Le président, M. Medvedev, c'est un gastronome qui pose pas mal de questions sur ce qu'il mange, qui s'intéresse. Il ne dira pas non, même si c'est un produit qu'il n'aime pas à la base, il est quand même curieux, donc il va le goûter pour nous donner après son avis. Pour nous, c'est intéressant, c'est quand même un succès d'arriver à servir des menus gastronomiques et à amener le président à poser des questions sur ce qu'il mange. Ça, c'est bien, c'est pas juste s'asseoir, manger et repartir. En 3 ans, Jérôme a réussi le tour de force d'intéresser le président russe à la haute gastronomie, tout en révolutionnant la cuisine d'État. De mémoire de Youri, cuisinier au Kremlin depuis 30 ans, on n'avait jamais vu ça. L'Union soviétique, c'était vraiment à part. Nous ne faisions que de la cuisine russe. On faisait des esturgeons entiers, on les posait entiers sur les tables, on préparait des ours, des cerfs, des sangliers entiers. C'était différent, très solennel. Quand il a commencé ici, c'était vraiment de la cuisine russe. Là, on est plus sur la cuisine européenne adaptée au système russe. Et tu es content aujourd'hui d'avoir un chef français? C'est très intéressant. Oui. Ces images de 1957 témoignent du gigantisme des réceptions officielles données au Kremlin sous le régime soviétique.
À l'époque, on distribue au peuple des tickets de rationnement, mais au Grand Palais, le président Khrouchtchev veut impressionner ses 1000 invités par la richesse et l'abondance des mets qu'il leur fait servir. 3 à 4 kilos de nourriture par convive. Et peu importe la qualité, pourvu qu'on ait l'ivresse. Aujourd'hui, pour être toujours majestueuse, les grandes réceptions du Kremlin, comme celle de ce soir en l'honneur de la Biélorussie, ont beaucoup évolué. Pour autant, en cuisine, certaines règles draconiennes héritées du communisme sont encore tenaces. À chaque banquet, le chef français doit composer avec la hantise du Kremlin, l'empoisonnement du président. Une pratique plutôt courante ici depuis le XVIe siècle. Alors, pour l'éviter, dans les cuisines, l'œil de Moscou s'appelle Ludmila, un médecin, membre de la garde rapprochée de Dimitri Medvedev. C'est quoi ça? Je vais goûter ça. Tels les goûteurs des rois de France, Ludmila teste tout. Pas un plat du dîner de ce soir n'échappera à ses papilles expertes. Bon, ok. Je peux prendre cette coupelle de chou rouge? Outre le poison, elle traque le manque d'hygiène et de fraîcheur des produits qui pourraient affecter la santé du président et de ses invités. Ok, ça va. Une visite plutôt dissuasive. Vous savez, pour nous, tous les invités sont importants et on se soucie de leur santé. Mais bien entendu, on s'en soucie d'autant plus quand il s'agit du président. Nous n'en avons qu'un seul. En cas d'empoisonnement ou d'intoxication, les aliments seraient analysés avec précision et Jérôme Rigaud pourrait être désigné comme responsable. Une pression supplémentaire que le chef a dû accepter. On travaille pour des présidents, donc il faut qu'il y ait une sécurité maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre qu'un président soit malade, une intoxication alimentaire, etc. Donc voilà, tout est contrôlé, c'est pas un secret d'État, tous les pays sont comme ça. C'est pour que tout soit fait dans les règles, qu'il n'y ait aucun problème au niveau de la nourriture. Donc on rajoute rien au dernier moment, tout a été testé bien avant le banquet. Au Kremlin, l'autre psychose, c'est le vol et la corruption. 6, 9, 10, 12, 14, 15, 3, 6. La quantité d'aliments servis lors des réceptions doit correspondre exactement à ce qui a été livré. Tout est pesé, tout. Tous les aliments de A à Z sont pesés. C'est un contrôle permanent qui date depuis très longtemps, je pense, sur la Russie. Donc comme ça, il n'y a pas de vol. Autant sur les quantités qu'on sert, si on en sert moins, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si on en sert plus, il y a aussi un problème parce que d'où on sort cette marchandise-là. Donc ça permet d'avoir un certain contrôle. C'est le système russe. Tout est pesé. Là aussi, en cas de vol de nourriture, le chef français serait personnellement tenu pour responsable et risquerait d'être licencié. Sur les épaules de Jérôme Rigaud, la pression est considérable. Malgré tout, il a su s'inscrire dans l'histoire culinaire du Kremlin, jouer avec les traditions et utiliser les innombrables trésors conservés dans les arcanes du palais présidentiel. Après vous. 27 t-shirts. Alors, il y a combien d'assiettes en tout? Là, par exemple, sur cette étagère, il y en a combien? Là, on a 12 piles de 40 assiettes, ça fait 480. Bon, 500 en gros, là aussi. Oui, mais avec les autres armoires, ça doit faire 20 000, non? Oh, faut pas me demander des choses pareilles, je ne suis pas un ordinateur, moi. Je pense qu'on doit en avoir à peu près 20 000 ici d'assiettes. Donc, tout compris, les modèles différents, etc., je pense que oui, on doit approcher les 20 000. Des dizaines de milliers d'assiettes pour des banquets gigantesques. Sur ces plats, pas de dorure ou de fantaisie. Rien n'évoque le faste impérial des tsars de Russie. La vaisselle se veut sobre et austère, à l'image de la rigueur soviétique qui a régné sur le Kremlin pendant 70 ans. À chaque voyage officiel du président russe, le protocole exige que le chef français emporte avec lui une partie de cette imposante collection. Quand on se déplace, quand on a des banquets à 2, 3, 5, 7 heures d'avion, on amène tout avec nous. Sachant qu'une boîte équivaut à un verre et qu'on a à peu près 5 à 6 verres par personne.
Donc si jamais on part, on va dire à 500 personnes, vous comptez 6 verres par personne, ça vous fait déjà 3000 verres à amener, plus un en réserve parce qu'il peut y avoir de la casse, etc. Vous comptez à peu près 4000 verres à charger, c'est-à-dire 4000 boîtes à charger avec nous. Ça, c'est juste pour les verres. Je ne parle pas des couverts, des assiettes, de la cuisine, des produits, des plaques à induction, du four, etc. C'est une totalité, une globalité. Aujourd'hui, pas de grand voyage. Dans 2 heures, 100 invités prendront place au Grand Palais, à 400 mètres des cuisines. Dans la salle de réception, les entrées arrivent déjà. Le chef Rigaud vient vérifier l'installation de la soupe Bortsch au milieu du buffet. N'allumez pas tous les réchauds au cas où les invités auraient du retard, ok? La cuisson et la protection des aliments sont l'obsession de Jérôme. Quelle que soit l'heure à laquelle débutera le dîner, les plats devront avoir conservé leur fraîcheur et être servis à bonne température. Comme je l'ai dit à Pacha, tu goûtes le bortsch de temps en temps. Parce que si les invités ont 2 heures de retard, il ne faut pas qu'ils chauffent de trop. Sinon, il sera trop concentré, trop salé. Alors tu mets le thermostat à 4. Mais la plus grande préoccupation de Jérôme se trouve dans une autre pièce un peu plus loin, le prestigieux Salon Rouge. Ce soir, pour des raisons de confidentialité, Dimitri Medvedev, son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, et leur ministre dîneront ici, à l'abri des regards. Le chef français veille à ce que la table présidentielle ait été dressée selon le protocole. 4 verres de cristal, dont un pour la vodka, et 12 couverts en argent. Jérôme en profite aussi pour découvrir le plan de table, non sans fierté. Tout est réglé, donc voilà, tout le monde va savoir où est-ce qu'est sa place, par étiquette. Il y a un seul endroit où il n'y a pas de nom, c'est là où va être le président, puisque c'est lui qui reçoit, donc il n'y a jamais son nom qui est posé sur table. Il y a quand même le président de Russie, il y a le Premier ministre, le président de Biélorussie, je veux dire, c'est quand même un honneur, un honneur. Dans les coulisses du Grand Palais, les valets et les services de sécurité de Dimitri Medvedev s'agitent. Alexandre Loukachenko vient de franchir les portes du Kremlin. La rencontre diplomatique débute officiellement sous l'œil des caméras, le temps d'un tête-à-tête protocolaire. Marguerite, tu prépares les pommes de terre? En cuisine, c'est le coup d'envoi pour Jérôme et sa brigade. Chacun des 30 cuisiniers connaît son rôle sur le bout des doigts. Un balai où le moindre incident mettrait en péril le bon déroulement du banquet. Si un four ne marche plus, je fais ma valise et je m'en vais. Je suis responsable du banquet. Donc, si un four tombe en panne, c'est que je ne l'ai pas testé avant. Donc, si je n'ai pas de solution de rechange, je suis mort. Je fais ma valise et je m'en vais. Bien qu'il prépare plus de 100 000 assiettes chaque année pour les banquets du Kremlin, la pression est toujours aussi forte. Dans 1 heure, le chef et son équipe vont réitérer un exploit, servir à température et simultanément les plats des présidents et de leurs 100 invités en 40 minutes seulement, la durée officielle d'un repas d'État en Russie. On sait qu'on a 40 minutes pour servir, voilà, c'est à nous de le gérer. On ne va pas le dépasser. Si j'estime que j'aurai pas le temps, je vois avec le chef du protocole, je lui dis qu'on n'aura pas le temps de servir tout ce menu-là dans ce temps-là, on enlève un plat. Mais on doit respecter la limite de temps. C'est même pas une question qui se pose, c'est comme ça. 40 minutes pour servir 500 assiettes. Un délai d'autant plus court que le dîner présidentiel se déroulera à l'autre bout du Kremlin. Assiette de légumes salés, 3. Olives vertes, 3. Rondelles de citron, 3. Seule solution pour le chef, préparer et cuire ici les aliments avant de les emballer. Un travail à la chaîne, sur des tables de 10 mètres de long, et pas moins de 30 personnes pour tout embarquer sur des chariots. Les ingrédients sont acheminés vers d'autres cuisines, situées près de la salle de banquet, où ils seront réchauffés et dressés sur assiette. Après les invités, Jérôme Rigaud s'occupe maintenant de la table du président. Sécurité oblige,
Le chef français est le seul autorisé à cuisiner les plats consommés par Dimitri Medvedev et ceux qui dîneront à sa table, sous l'œil d'un médecin du chef de l'État. Jérôme, on va emballer le chariot avec du cellophane. Non, pas encore. J'ai d'autres produits qui vont arriver. Ah bon? Oui, mais je vais pas les laisser là sur la table. C'est pour le président. Il me manque encore des choses. Et puis ici, il y aura une étagère avec la viande. Et juste en dessous, une avec les poissons. Donc là, on ferme. C'est vraiment les produits qu'on va utiliser pour la table du président. Pour pas qu'il y ait de mélange entre d'autres produits, etc. Ce sont des produits qui ont été goûtés par les docteurs, donc pour pas qu'il y ait d'erreur entre les deux. Un chariot entier sous cellophane, une autre mesure stricte et dissuasive pour éviter l'empoisonnement du président. Allez, on y va, Volodia. Les ingrédients et la vaisselle présidentielle enveloppée partent maintenant par souterrain, vers un office secret, où le chef cuisinera à huis clos sous le contrôle de 2 médecins militaires du Kremlin. Je passe par des endroits là qui ne sont pas autorisés au public. Ça fait partie du Kremlin, c'est l'enceinte du Kremlin, mais on a des passages qui nous permettent d'accéder à des cuisines. Le chef cuisinier ne sera pas autorisé à dévoiler davantage de ses prérogatives. Ce soir, le banquet en l'honneur de la Biélorussie sous haute sécurité restera confidentiel. Il est 22 h, Jérôme Rigaud vient de recevoir les félicitations du président Medvedev. C'est la fin d'une journée marathon de 17 heures d'affilée pour le chef et sa brigade. Ce rythme effréné a bien failli être fatal à Volodia l'an dernier. À 55 ans, le second de cuisine a fait un malaise cardiaque et s'est effondré au pied de ses fourneaux. Un matin en arrivant, il a eu mal au cœur, des sueurs, et puis voilà, il a fait un infarct là-dessus. Quoi qu'il arrive, on se sent fautif, on réfléchit pourquoi c'est arrivé, est-ce qu'on l'a trop fait travailler, est-ce que... voilà, ça arrive pas que comme ça. Je sais que c'est quelqu'un qui est bon vivant, qui aime manger. Je pense que c'est un tout, mais on culpabilise quand même beaucoup, beaucoup. C'est dur, mais bon, on s'y fait, c'est un rythme à avoir. C'est comme un sportif de haut niveau, il y a tous les entraînements à respecter, les matchs à jouer. Donc voilà, on sait qu'il y a un graphique à respecter. Maintenant, c'est vrai que quand je rentre à la maison, on parle de vie privée. Des fois, je calcule mon horaire quand je suis à la maison. Je sais que voilà, dans 4 heures ou dans 5 heures, il faut que je me lève. Et bien, je vais... C'est bête à dire, mais je vais peut-être éviter de manger parce que ça va me faire perdre encore du temps. Il faudrait que je dorme un peu pour que demain je sois en forme. Donc voilà, on mangera demain. C'est pas... On gère notre temps. Bonne soirée. À demain. À demain. Depuis son arrivée au Kremlin il y a 3 ans, Jérôme n'a pris que 10 jours de vacances. Ce soir encore, il sera le dernier à quitter les cuisines. À Moscou, Jérôme Rigaud habite dans un appartement de fonction au cœur de la capitale russe. 90 mètres carrés, où il vit seul, ou presque. J'ai 2 chats, Lily et Messi. Mes cuisiniers savent que j'adore les animaux, donc l'année dernière, ils m'ont offert un premier chat. Et il y a 2 mois, le deuxième cadeau, le petit frère. Donc ça fait une présence dans la maison. Il y a quelqu'un qui nous attend quand même. Une présence qui comble un grand vide. Jérôme est plus souvent dans les cuisines du Kremlin que dans la sienne, et ça se voit. Mon frigidaire est vide. J'ai pratiquement rien à manger. Par contre, ce qui est marrant, voilà, j'ai un lave-vaisselle qui est pas branché. Pourtant, je suis là depuis presque 1 an. Tout est à l'intérieur. Ça fait 1 an que je suis ici. Je m'en suis jamais servi. Avant de diriger les cuisines de Dimitri Medvedev, ce jeune chef a connu un parcours singulier, dont il conserve quelques souvenirs. Passionné de rugby à l'adolescence, il rêve de faire carrière dans le sport. Mais à 19 ans, tous ses espoirs s'effondrent après une grave blessure au genou. Sans diplôme, il tente alors une formation d'apprenti cuisinier. Très vite, il intègre les cuisines des grands chefs étoilés,
comme Pierre Troisgros et Joël Robuchon. En 2004, Jérôme accepte un poste de chef dans un restaurant à Moscou. Il quitte sa famille et sa région pour vivre ici une aventure hors du commun. J'ai dit à ce moment-là à ma mère, je pars, ne pense pas que je vais revenir en une semaine. J'ai pris l'option de partir, ça y est, j'ai choisi, donc je pars et je pense que je vais faire une carrière sur l'étranger pour un bon moment. Maintenant, je ne suis pas prêt, je pense, de revenir en France. La France, c'est mon pays, donc je sais qu'à n'importe quel moment, je peux revenir. En s'expatriant, Jérôme Rigaud n'imaginait sans doute pas devenir ambassadeur de la gastronomie slave. Pourtant, dans quelques jours, le Français va faire l'honneur de la Russie à une vingtaine des 40 chefs des chefs, les cuisiniers des grands dirigeants de ce monde. Un défi pour Jérôme, qui a entièrement organisé le voyage de ses confrères. Je vais essayer de leur faire découvrir la Russie. 3 jours à Saint-Pétersbourg et 3 jours à Moscou. On ne va pas essayer de leur montrer du luxe, parce que c'est tous des chefs de cuisine de président, ils travaillent tous dans le luxe. Mais leur montrer vraiment la vie russe, le système russe, la culture, donc tout ça. Pour leur offrir ce qui se fait de meilleur dans son pays d'adoption, Jérôme va faire la tournée des fournisseurs qui approvisionnent régulièrement les banquets du Kremlin. Aujourd'hui, il se rend à 2000 km de Moscou, dans une des plus belles régions du pays. Il a rendez-vous avec un viticulteur qui fabrique le breuvage favori des dirigeants russes. À Brau-d'Urso, près de la mer Noire. Un village au cœur du Midi russe. Cet endroit paisible au bord du lac Abrau abrite un paradis terrestre. Des collines aux vignes luxuriantes s'étendent à perte de vue. Une terre extrêmement fertile où depuis 1870 naissent de grands crus de champagne scoillé, un vin blanc pétillant proche de notre champagne. Andrei Koboyan est le gardien de ce domaine viticole réputé. Bonjour, comment ça va, Jérôme? Bonjour, ça va bien, merci, et vous? Pour le Kremlin, le Français est chargé de contrôler la qualité des produits servis aux réceptions officielles. 2 fois par an, il vient ici surveiller la fabrication de la cuvée impériale, la plus prestigieuse du domaine. C'est intéressant pour moi de venir voir comment les gens travaillent les produits que nous, on va après mettre sur la table du président. C'est intéressant de venir voir les gens, de les rencontrer, de comprendre leur travail, et après on se rend compte que on voit le produit différemment une fois que nous, on le touche. Un produit fait dans le respect des traditions. Ici, chaque automne, 200 vendangeurs cueillent le raisin à la main sur plus de 500 hectares. Un travail délicat pour préserver ces grappes aux reflets dorés. Mais quel est le secret de ces vignes? C'est leur sol? C'est le climat? Le secret, ce sont les cailloux. Ils servent aussi à faire du ciment et contiennent de l'argile. Leur spécificité, c'est qu'ils emmagasinent de la chaleur pendant la journée pour la rendre au raisin la nuit et ainsi protéger les vignes du froid. Voilà le secret. C'est un grand secret, hein. C'est ça. Des pierres pour protéger les vignes des chutes de température spectaculaires chaque hiver. Ce nectar, très prisé des hommes politiques russes, est assemblé dans la manufacture du domaine, en contrebas des collines. L'habillage des bouteilles, destinées à la table du président, est entièrement réalisé à la main. Un travail d'orfèvre pour être digne des grandes réceptions du Kremlin. Allez, viens, on va déguster. Jérôme est venu goûter les futurs grands crus. Des tests que le chef français va faire dans un endroit étonnant. Les caves du domaine. Un gigantesque labyrinthe où dorment 9 millions de bouteilles. Des tunnels construits au 19e siècle sur le modèle du métro de Moscou. 5 km de dédales où les bouteilles voyagent sur de drôles de rails.
Tu sais, ces tunnels, c'est toute notre vie. Toi, tu travailles dans ton univers, et bien ici, c'est un peu notre cuisine à nous. Pour obtenir l'appellation de cuvée impériale, les vins pétillants doivent vieillir pendant 6 ans minimum dans ces caves. Il est de quelle année celui-là? Il est de 2008, celui-ci. C'est un assemblage de pinot noir et chardonnay. Il n'a que 3 ans, c'est encore un vin jeune. Bon, c'est vrai que là, semi-fini, il est bon. Jérôme, avant que tu partes, j'aimerais absolument te montrer quelque chose. Une réserve très privée. Les bouteilles des collections personnelles. L'autre trésor du domaine d'Abrao d'Urso est dans ses niches. Chacune d'elles renferme des millésimes exceptionnels réservés par les plus grandes fortunes de Russie. C'est la cave de Poutine. Parmi les illustres clients du domaine, Vladimir Poutine. En 2004, au début de son 2e mandat présidentiel, Poutine est venu avec des amis inaugurer sa réserve privée. Depuis, elle est conservée religieusement dans cette petite alcôve. Tu vois, sur cette bouteille, il y a la signature de Vladimir Poutine. Cette bouteille n'a pas de prix. Dans le monde, il n'y en a pas 2 pareilles. Sa valeur est inestimable. Une cave si précieuse qu'un garde la surveille en permanence. Spasiba. Merci. Merci, Jérôme. Au revoir. Au revoir. Jérôme Rigaud est le meilleur client du domaine. Chaque année, il commande quelques 10 000 bouteilles à la maison Abrao d'Urso pour les réceptions présidentielles. Retour à Moscou. Pour la venue en Russie de ses confrères, les chefs d'État, le Français a choisi de présenter un autre produit phare qu'il cuisine parfois au Kremlin. Le chef fait escale à la Marée, le grossiste en poisson le plus réputé de la capitale. Oh, oh, oh. Bonjour monsieur. Ça va bien? Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Ah ouais. Alors on vient faire ses courses? Ouais. Jérôme retrouve Waïd Bari, un Tunisien, le numéro 2 de l'entreprise. Donc on vient de recevoir les produits là. Voici l'arrivage tant attendu. Dans ses caisses, le fameux crabe de Sakhaline. Un mastodonte de plus d'1 mètre d'envergure, à la chair exceptionnelle, dont le poids peut dépasser 15 kilos. Il vient d'une île située en mer du Japon, au large de la Sibérie, à l'autre bout de la Russie. C'est un produit qui a fait 9000 km. Voilà, je t'en prie. Qu'il arrive vivant? C'est l'emballage qui fait qu'il arrive vivant parce qu'il est, comme vous voyez, il est emballé dans des caisses avec des torchons humides parce qu'il a besoin de l'humidité. Moi, je passe souvent les commandes juste des pinces. Au niveau de la chair, elle est pleine, elle est juteuse. Il n'y a pratiquement pas de perte au niveau des pinces. On arrive à avoir des morceaux. Non, vraiment, ça, j'en utilise énormément. Énormément. Le crabe de Sakhaline, très apprécié au Kremlin, fait toujours son petit effet auprès des invités du président. Doucement, doucement, doucement. Ce géant des mers se monnaie à prix d'or. 80 € le kilo. Certains peuvent atteindre 1500 €. Ça vaut largement ce prix-là. Si vous avez l'occasion d'en goûter, ça n'a rien à voir avec le tourteau qu'on a en France. C'est un goût royal avec un prix royal. Au Kremlin, les crabes seront servis en carpaccio, en salade et parfois même entiers. Si les dirigeants russes l'adorent, c'est parce qu'il écrase toute concurrence, et notamment celle de son cousin breton, le tourteau.
le jour tant attendu de Jérôme arrive enfin. Ses confrères, du très prestigieux club des chefs, viennent de poser leurs valises pour une visite de 6 jours en Russie. D'emblée, le jeune Français veut les éblouir. Alors, il a choisi de commencer le voyage par le berceau des tsars, Saint-Pétersbourg. Cette rencontre marquée du sceau de la haute gastronomie commence au Grand Hôtel de l'Europe, l'un des plus beaux palaces du pays, par une séance photo très officielle. Ok. Hugo, vous allez vous faire maquiller? Allez-y. Christian, tu vas te faire maquiller? Allez. Pour immortaliser cette réunion, une petite mise en beauté s'impose pour ce casting de choix. Par ordre d'apparition, Mark Flanagan, chef cuisinier de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Christian Garcia, à la tête des cuisines du Prince Albert II de Monaco. Bernard Vaution, au fourneau de l'Élysée depuis bientôt 40 ans. Enfin, Christetta Comerford, la cuisinière personnelle de la famille Obama et chef à la Maison-Blanche. Vous savez, d'habitude, nous sommes dans l'ombre pour mettre en place un décor. Aujourd'hui, c'est agréable d'inverser les rôles. Et puis, c'est formidable de représenter notre pays. C'est vraiment un grand honneur et je pense que tous les chefs qui sont ici partagent ce sentiment. Chacun de ces grands chefs a fait l'honneur de son pays aux autres membres du club. Il y a un an, les 40 cuisiniers découvraient la Chine et ses richesses. Chaque année, on va dans un pays et on est vraiment très bien reçu. Donc, il faudrait que je le fasse aussi très bien ici. C'est un gros pari, un gros défi, il ne faut pas se manquer. Parce que là, c'est moi qui invite tout le monde. Donc, je veux dire, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme les banquets, c'est pareil. C'est l'amour-propre qui est en jeu, entre guillemets. Toute la semaine, le Français devient ambassadeur de Russie. Un défi de taille quand on sait que la tradition du club veut aussi que le chef de l'État du pays organisateur reçoive les cuisiniers au cours de leur séjour. Le but, oui, ce serait de rencontrer le président. J'attends encore sa réponse. Donc ça serait vraiment la cerise sur le gâteau s'il acceptait de nous rencontrer. Je pense qu'il va le faire, mais bon, rien n'est joué d'avance. Allô? Allô? Jérôme a fait une demande auprès de Dimitri Medvedev et attend toujours sa réponse. Bernard, on va dans le bus. On va dans le bus. On va dans le bus là. Ok. Bon, ça va, on n'a pas trop pris de retard. C'est la Russie. Le programme est chargé. Le Français a mijoté un séjour riche d'histoire et de patrimoine. À Saint-Pétersbourg, il offre aux chefs et à leurs familles un voyage sur les canaux de la Neva qui ont valu à l'ancienne capitale des Tsars le titre de Venise du Nord. Allez, un bisou. Allez, pour vos enfants. Une escale est prévue au célèbre palais d'hiver de l'Ermitage, un édifice majestueux. Aujourd'hui, l'un des plus vastes musées au monde, où les chefs vont admirer les riches collections de l'impératrice Catherine II. C'est magnifique. Je ne sais pas où poser les yeux en premier. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu autant d'or dans une même pièce. C'est fantastique. C'est vraiment une chance de voir une fois dans sa vie une peinture originale de Léonard de Vinci. C'est exceptionnel. Des œuvres et des décors qui deviennent une source d'inspiration pour nos chefs, comme cette gigantesque salle du trône. Tout ce savoir-faire est fascinant. Par chance, nous recevrons peut-être bientôt un président russe à la Maison-Blanche et tout ce que je viens de voir m'aidera à composer mon menu à ce moment-là. Ah, je suis au paradis. De l'histoire et de la gastronomie. Au programme chaque soir, de somptueux dîners de gala avec champagne, orchestre de chambre et ballet russe. Service exemplaire, tout. C'est vrai que voilà, on est dans les conditions où on reçoit nos patrons respectifs au prince ou reine. Donc c'est quand même pas mal.
Il a un certain privilège quand même. Des chefs traités comme des rois, le pari de Jérôme Rigaud est en passe d'être réussi. Cette parenthèse enchantée va se poursuivre à Moscou. Le Français, qui a prévu une découverte rare des coulisses du Kremlin, est inquiet. Il espère toujours que les chefs seront reçus par le président russe. Mais le protocole n'a pas confirmé la rencontre. Certains ont pourtant apporté des cadeaux pour Dimitri Medvedev. Ok. C'est le cadeau que tu veux offrir au président? Alors je dois d'abord le donner au protocole. Hein. Ils vont vérifier, ils te diront si c'est bon ou pas. Le chef emmène le club au Grand Palais, la partie du Kremlin interdite au public. Pour ses confrères, il a obtenu d'en ouvrir les plus belles salles. Habituellement, ces couloirs sont exclusivement réservés au président et à ses invités. Un immense privilège pour les chefs des chefs et leurs familles. Tu l'avais pas fait, toi, celle-là de visite, hein? C'est là où moi je fais tous les repas. Tu vas voir toutes les salles, dans toutes les salles je fais des repas. Les cuisiniers des grands de ce monde découvrent le faste des salles d'apparat où Jérôme Rigaud organise les réceptions présidentielles. Tu vas voir, c'est un autre monde. Hein. Puis toujours les lustres, regarde le lustre là, bien sûr. Wow. Première surprise, l'immense salle Saint-Georges, capable d'accueillir 1000 personnes lors des repas officiels. Au plafond, d'impressionnants lustres en bronze de 4 tonnes. Une salle féerique qui épate le chef cuisinier de l'Élysée, pourtant habitué au palais luxueux. C'est superbe. C'est la première pièce, et puis déjà c'est impressionnant. En grandeur et tout, c'est toujours ces lustres somptueux, très impressionnant. Et puis par rapport à nous, chez nous c'est tout petit. Hein. L'Élysée, ça reste une taille à taille humaine, vraiment une petite maison. Ici on voit déjà l'ampleur. Hein. Au fil de la visite, les chefs prennent la mesure du travail de Jérôme à chacun des banquets qui ont lieu dans ces salles. Comme le chef de l'Élysée, celui de Monaco en est même étourdi. C'est impressionnant lorsque je vois la salle de banquet où ils font des galas jusqu'à 1000 personnes. Nous, notre salle du trône, on fait 82 couverts maximum dans notre salle du trône, donc c'est assez impressionnant. La salle du trône au Kremlin, la voici. La plus somptueuse du palais. L'emblème du pouvoir de la Grande Russie, où Staline avait choisi d'organiser les soviets suprêmes dans les années 30. Un lieu magique où l'on peut encore admirer le trône impérial et son baldaquin, habillé d'hermine. On a l'impression que les dames de la grande époque en grande robe vont sortir à un moment à l'autre, ça serait bien, quoi. Parce que ça sera vraiment dans le décor. Nous, on est un petit peu décalé, quoi. Je n'en reviens pas que nous ayons eu l'honneur de visiter librement ce palais. C'est une vraie chance de pouvoir admirer ces merveilles. Jérôme nous a fait une incroyable surprise. Les chefs sont conquis par la splendeur du Kremlin. Il ne reste plus qu'au président russe à faire son apparition pour que tout soit parfait. Dans l'antichambre du pouvoir, les services de sécurité se déploient. Un signe qui ne trompe pas pour Jérôme Rigaud. Le président vient d'arriver. L'entrevue va avoir lieu. On va voir le président. Sûr, on y va? On descend? Jérôme a gagné. Il demande aux cuisiniers de traverser les immenses couloirs du Grand Palais en sens inverse. Une fois n'est pas coutume, les chefs cuisiniers vont être reçus comme des chefs d'État par l'homme fort de Russie. Une
une perspective qui semble les intimider. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Bonjour à tous, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue au Kremlin. Votre mission est de la plus haute importance, car vous recevez les chefs d'État du monde entier. Votre travail est essentiel. Grâce à votre talent, vous parvenez à créer une atmosphère propice aux négociations politiques. Alors encore une fois, bienvenue et bon séjour en Russie. Un hommage qui va droit au cœur des cuisiniers. En les saluant un par un, Dmitri Medvedev a accepté d'inverser les rôles et de répondre à l'invitation de son chef cuisinier. Un moment de fierté qui efface tous les regrets de Jérôme. Mon rêve, c'était d'ouvrir une brasserie. Donc j'avais arrêté la gastronomie et voilà, 5 ans après, où on se retrouve. Bon, après, c'est le destin, la vie est faite comme ça. C'est même exceptionnel. Et en plus de pouvoir le faire partager aux autres chefs, c'est un très grand plaisir pour moi. Depuis le tournage de ce documentaire, Jérôme Rigaud est parti vers d'autres horizons. Mais le temps d'un mandat présidentiel, il aura permis au Kremlin de renouer avec l'art de vivre à la française, autrefois si cher à la Russie des Tsars.